Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé «Peut-on mettre en place le l'holacratie sans accompagnement?» Alors c'est un webinaire, un peu particulier puisqu'on ne le fait pas cette fois-ci avec un de nos clients directs qu'on a accompagné, mais on le fait avec, donc Christophe Combel, qui est le fondateur de Anybox, qui a été, fondé donc en 2010 et ce dirigeant a été, assez ambitieux, je trouve, puisque, dès le début de son entreprise, ils sont partis, tous les collaborateurs en 100 télétravail, donc bien avant le covid, bien avant le confinement, ils étaient déjà 100 en télétravail. Et puis avec le temps, ils ont ressenti le besoin de se structurer un peu plus, structurer les règles du jeu de l'entreprise et ce qui est rigolo, c'est que Christophe, m'a dit dans notre échange préparatoire qu'il pensait à éventuellement faire une constitution pour écrire ces règles du jeu et il a découvert qu'elle existait déjà et qu'elle s'appelait Holacracy. Alors du coup, vous êtes lancé dans l'aventure, tout seul, 100 en mode do it yourself, heu, à la mode, américaine. On le fait soi-même en 2016 et puis aujourd'hui, vous êtes confronté à une forte croissance et la nécessité de revenir aux pratiques de l'holacratie qui ont tendance, avec le temps, à s'essouffler, et on verra que c'est pas forcément, sans accompagnement qui fait que ça s'essouffle. On a des clients qu'on a accompagnés avec qui le temps, la pratique aussi, s'essouffle. Donc ça va être intéressant de pouvoir, comparer aussi ces perspectives-là et de voir que c'est possible de le mettre en place sans accompagnement, avec un dirigeant qui a une certaine conviction et des enjeux clairs. Du coup, Christophe nous partagera les raisons du départ en holacratie, l'expérience, le mettre en place seul dans ce contexte particulier de télétravail, et puis les problématiques aussi. Hein, on est là pour discuter des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien. Donc les problématiques auxquelles vous faites face aujourd'hui et puis comment vous les traitez, parce que c'est aussi le rôle, du dirigeant d'essayer d'avancer et de traiter les problématiques. Bonjour Christophe, en tout cas, merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici. C'est même un honneur d'être invité à un webinaire de EJ Partners. Le résumé était, le résumé était bon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de particularités, qui nous constituent. Il y a effectivement, 2 gros points qui sont le télétravail généralisé, et l'holacratie qui se sont mis en place, heu, presque en même temps, en fait. Mais on va peut-être, revenir dessus, mais c'est des choses qui sont, relativement complémentaires. Le télétravail, on l'avait depuis quasiment le début. On a toujours autorisé le télétravail et les premières personnes qu'on a recrutées, n'habitaient pas à Paris. On avait des locaux à Paris, on était dans une pépinière d'entreprise et on avait un petit local et tout le monde était là et au bout d'un moment, il y avait, une nécessité ou un besoin de travailler à domicile. Moi-même, j'avais besoin de traverser Paris pour aller, dans les locaux et je préférais au bout d'un moment rester chez moi et on a fini par découvrir en 2015 qu'il y avait, jamais plus personne dans les locaux et que ça servait plus à rien d'en avoir. Donc on a mis en place le télétravail généralisé, en 2015, sachant qu'il était déjà présent. Il y a Sandrine par exemple qui nous a rejoints, quasiment dès le début, qui était du côté de Tours. Il y avait, Jean-Sébastien qui était à Rouen, après on a recruté quelqu'un qui était à Perpignan, puis quelqu'un qui était à Strasbourg et cetera. Donc voilà, c'était, et 1 an après, voilà, on a mis en place Holacracy. Ça s'est fait à la fois progressivement et à la fois assez rapidement. Donc l'holacratie, il y avait comment c'est venu en fait l'holacratie? Je pense qu'il y avait des prémices. Il y avait des prémices, dès le début de l'entreprise, hein. On se posait beaucoup de questions justement sur le management, sur la façon de déléguer, sur la façon de rendre les gens autonomes, sur la façon de faciliter et presque, il y a une question que je me posais à l'époque, c'est comment, c'était un peu il y avait des discussions, à ce sujet-là, comment mécaniser? Genre, on pourrait presque dire ça. Comment rendre les choses un peu automatiques? Il y avait également d'autres prémices. Moi, je m'intéressais beaucoup aux questions de, maturité d'organisation et donc j'avais lu un bouquin sur CMMI, à l'époque, qui est un framework de gestion de la maturité des entreprises et dans ce système de CMMI, il y a déjà, je ne sais pas si c'est dans CMMI, mais dans le bouquin, ils en parlaient, il y a la notion de constitution qui apparaissait déjà et à l'époque déjà en 2000,
11, 12, 10, 11, 12, 13, etc. On avait des particularités qui étaient déjà assez fortes et on cherchait un moyen de les mettre sur le papier. Et donc, effectivement, d'arriver à cette notion de constitution. Sauf que bon, on a beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, avec des discussions qui parfois entraient en opposition, et puis finalement, on perdait notre temps à réfléchir à tout ça et à imaginer peut-être comment inventer un système, que ça soit de constitution, un système de management différent ou quelque chose qui pourrait être supporté par une application, puisqu'en fait, c'est notre métier de développer des applications. Voilà, on est une entreprise qui fabriquons des applications dans le cloud, on fait des migrations, et cetera. Donc on réfléchissait à construire une application qui permettait un management différent, de l'autonomie, de la délégation et rendre les choses un peu plus claires. Ouais, c'est intéressant cette approche de partir du logiciel pour pour ensuite aller vers le management. C'est un peu ça, c'est un peu ce Ouais. qu'on fait, hein, notre positionnement à Anybox, c'est un peu ça. On fait de la transformation numérique par les applications finalement. Mmh. C'est la transformation dans le mot transformation numérique, il y a la transformation, mais il y a aussi le mot numérique. Donc on est obligé de mettre en place des outils numériques. Donc il y a 2 choses qui vont ensemble, hein. Il y a les outils numériques et il y a l'humain. Tout ce qui est, pratique, tout ce qui est management, tout ce qui est agilité, et cetera. Donc on travaille un petit peu sur les 2 en parallèle, hein, avec des notions comme le DevOps, le cloud, l'agilité, le développement, et des choses comme ça. Et donc au final, vous avez décidé de partir sur, une constitution toute faite qui est Alors Holacracy? oui, comment ça s'est Mmh. passé? On a Mmh. recruté, à un moment donné, une personne, qui s'intéressait aux questions aussi d'organisation et qui m'a conseillé un bouquin, qui est peut-être le point de départ de pas mal de personnes et qui, je pense, a inspiré pas mal de personnes. C'est celui de Frédéric Laloux, Oui, de Reinventing Organizations. ouais, Reinventing Organizations, et j'ai lu ce bouquin, ça a été un peu pour moi une révélation. Je me suis dit: «Mais en fait, on cherche à faire quelque chose et ça existe ailleurs». Puisque dans ce bouquin, il explique qu'il est allé voir, je ne sais plus, une vingtaine ou une cinquantaine d'entreprises un peu dans le monde entier et qui fonctionnent avec des principes, qui sont des principes différents. Et il a constaté que, ces principes, parfois, de manière, spontanée, étaient un peu les mêmes. Il y avait des pratiques qui se retrouvaient et qui étaient un peu les mêmes. Donc il a décrit un peu tout ça. Et au milieu de ces pratiques-là, il y avait, je ne sais plus, une ou 2 ou 3 entreprises qui fonctionnaient selon un truc qui s'appelait Holacracy. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est Holacracy?» Et il s'était déjà décrit un petit peu dans le livre, donc j'ai par curiosité, je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose qui existe». Donc je suis allé faire quelques recherches. J'ai vu qu'il y avait un bouquin qui existait là-dessus, qu'il y avait des choses qui existaient, donc j'ai acheté ce bouquin-là. On a été quelques-uns à le lire. C'est Sébastien à l'époque, hein, qui m'avait conseillé le Reinventing Organizations, et j'ai acheté ce bouquin-là. Je l'ai prêté à quelques personnes en interne, on a essayé de le lire. J'ai essayé de m'imprégner, de tout ça. Donc c'était avant tout, c'était une question de bien comprendre comment ça marche. Est-ce que c'est applicable à nous, et cetera? Et en fait, j'ai réalisé en lisant le bouquin sur Holacracy que c'est exactement la chose que j'ai essayé d'inventer depuis le début, qu'on essayait d'inventer sans y arriver en fait. On n'avait pas peut-être les capacités pour inventer ça, on n'avait pas le temps, et cetera. Bah, ça demande un gros travail, je pense, de mettre en place, ce genre de choses. Oui, puis c'est le fruit de plusieurs organisations qui ont contribué au fil des années à améliorer la constitution C'est jusqu'à ça, arriver aujourd'hui à la 5.0. Donc c'est dur c'est de ça, réinventer de zéro alors que se baser sur quelque chose de déjà fait, ça c'est plus facile. c'est ça. Donc plutôt que de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, de construire son propre truc, de faire comme on dit, le not invented here, c'est-à-dire Oui, le on le syndrome fait, du Not le Invented syndrome Here, ouais. NIH. Et ben, on s'est dit: «Mais voilà, il y a quelque chose qui existe, qui a l'air génial, autant l'appliquer, autant l'appliquer». Donc c'est au début 2016 à peu près qu'on a acheté ce bouquin-là, qu'on l'a lu et on a fait une première réunion, je sais plus quand, dans quelque chose comme avril 2016, et on l'a fait en physique en fait, puisqu'en fait comme on est en télétravail généralisé, et qu'en télétravail généralisé, on peut ressentir de l'isolement, assez rapidement. On le ressent en ce moment d'ailleurs avec le confinement parce qu'on n'a pas pu faire de séminaire, et normalement on en fait un tous les 3-4 mois, donc on en fait 3, entre 3 et 4 par an. C'est un séminaire où on loue un gîte, quelque part, et on se retrouve tous, pendant une petite semaine, au même endroit.
pour se faire des, retours d'expérience, des ateliers, ou n'importe quoi et c'est pendant un séminaire qu'on a fait un test d'abord. Donc, après m'être imprégné, après avoir lu le bouquin sur Holacracy, après m'être, imprégné, là-dessus, on a fait un premier test, une espèce de fausse réunion de gouvernance pour voir comment ça se passait et ça s'est pas bien passé. C'était 1er test, il était pas évident parce qu'il y Pas avait concluant. non, pas concluant, non, parce que d'abord, j'avais pas fini de lire le bouquin en réalité. Donc on Mmh. a fait ce premier test alors que j'avais lu la moitié ou les 2 tiers de bouquin, quelque chose comme ça et donc voilà, on n'avait rien mis en place, mais voilà, on a essayé de simuler une forme de gouvernance, avec le mécanisme qu'il y a pendant la gouvernance, qui est un mécanisme assez strict de facilitation. Et puis c'était pas concluant, donc quelques mois plus tard, c'est quand même 6 mois plus tard, je crois que c'est en quelque chose comme novembre ou décembre, on a refait un séminaire, du côté de Courtenay et là on a lancé le truc. Donc là, il y a eu vraiment le déclenchement. J'ai essayé de réexpliquer un petit peu les choses, comment ça se passait. On a refait un peu on en a discuté. J'ai fait peut-être des présentations, je sais plus, j'ai plus le déroulé exact de la façon dont ça s'est présenté. Mais voilà, j'ai quand même essayé de porter la chose un peu tout seul, ce qui est pas forcément une bonne idée. J'ai le défaut de vouloir tout comprendre moi, avant de faire quelque chose. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai besoin de l'intégrer, de l'assimiler, entièrement, de lire, de me documenter, de comprendre et le bouquin pour ça est excellent parce qu'il contient des exemples en fait, hein, des exemples réels de mise en situation. Donc on comprend un petit peu tout ça Ouais, c'est et intéressant, que de partir comme ça et de un peu vers l'inconnu, oui, oui, oui. Ouais, c'est une c'est question de prise de risque, voilà, quand on est entrepreneur, mmh. ça fait partie du jeu de faire de la prise de risque et puis il y avait la volonté, l'espérance que ça puisse améliorer les choses, puisqu'il y avait des choses à améliorer dans une petite boîte. Quand on a monté Holacracy, on était, je sais pas, une petite dizaine, quelque chose comme ça. Entre 8 et 12, je sais plus exactement combien. Et je pense que c'est le strict minimum pour commencer à appliquer Holacracy. Ça a pas tellement de sens, je pense, de le faire à plus petite échelle. Enfin, c'est un avis, personnel, mais j'ai eu le sentiment qu'en fait, le choix de la Crassi vient aussi de la volonté peut-être de cadrer la croissance. Ouais. Donc ça, c'est un des enjeux, majeurs qui ont fait que vous êtes partis, avec ce nouveau management? Oui, 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 il y a plusieurs choses. Il y avait ce besoin de rendre les gens autonomes. Il y avait ce besoin de se dire qu'il y avait pas quelque chose à réinventer et qu'on pouvait appliquer ce système-là. Il y a plein de raisons, dans le choix de l'Acrasty et dans le fait que c'est un choix qui est valable. Il y a le fait que ça soit bêtement une référence extérieure. Quand j'ai amené ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a une référence extérieure, il y a des bouquins qui en parlent, il y a un institut comme IG Partners, qui permet de faire des formations à ce sujet-là. Il y a même des applications qui permettent de supporter le fonctionnement de l'Acracy, la constitution elle-même. Donc il y a une référence extérieure. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça et non, voilà, on va faire ce que j'ai inventé, ce qui est parfois le cas peut-être dans certaines organisations où le dirigeant se dit: «Tiens, je vais inventer mon propre système de management» et il a peut-être plus de mal à le faire passer, à le faire accepter. Oui, c'est vrai que c'est souvent le cas dans les entreprises dites libérées et là, vous avez vraiment eu l'honnêteté intellectuelle de vous dire: «Bah, il y a un truc qui existe, on va partir avec ça et le prendre tel quel». C'est quand même, une posture qui est pas forcément évidente pour tout le monde. Oui. Et Holacracy, il y a d'autres intérêts. Voilà, il y a la capacité je pense, de gérer la croissance. Quand on a mis ça en place, il y avait aussi ce besoin de cadrer un petit peu l'organisation. Une petite boîte qui grossit, qui est 2, 4, 6, 8, 10, et cetera, il y a plusieurs paliers de croissance où il y a un besoin de structuration. Et donc, c'était peut-être à un moment où il y avait ce besoin de structuration, au niveau management, qu'il y a eu ce besoin de mise en place. Et j'avais toujours une vision à plus grande échelle d'Anybox, une vision où, j'imaginais une entreprise plus grande, constituée par un ensemble de petits groupes de 10 à 12 personnes ou 10 à 15 personnes sur des domaines différents, et cetera. Et comment imaginer une entreprise plus grande, qui fonctionne,
avec des principes sains à plus grosse échelle. Et Holacracy semblait et semble encore à mes yeux être un système qui est capable de fonctionner à n'importe quelle échelle. Donc on était 10, et je me suis dit, la façon dont ça peut fonctionner, ça marche à 10, mais ça marche aussi à 100, ça doit marcher à 1000, et ça peut marcher à 10 000, etc. C'est un système Holacracy, c'est scalable, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à l'échelle qu'on veut, vu que euh, c'est un peu un système arborescent, puisqu'il y a un ensemble de rôles. Les rôles peuvent se regrouper en cercles, les cercles peuvent se regrouper en super-cercles. Et donc, on peut imaginer une organisation d'1 million de personnes découpée en 10 cercles de 200 000 personnes, elles-mêmes découpées en sous-cercles, etc., etc. Et tout ça fonctionne avec exactement les mêmes principes, c'est ça qui est génial. Oui, Bernard Marie aime bien dire que c'est une façon de simplifier en fait le complexe, puisque Oui. les cercles sont vus comme étant toute l'organisation à chaque fois et on ne regarde pas à l'intérieur de chaque cercle. Du coup, ça simplifie quelque chose qui pourrait être complexe. Mm. Et bon, on n'a pas mis encore sur 100 000 personnes. Non, Bon, non, ça mais pourrait être un jour il y a une des gros étude, mais exemples, hein, comme oui, il y a des je gros me souviens exemples. jamais oui, l'exemple classique qu'on donne, qui est le fabricant de. Zappos, Oui, c'est ça, 1700 oui, personnes, Zappos, ouais. 1700, oui. Donc il y a cette capacité, et je suis sûr qu'on peut monter à plus, hein. Bon, on sera, nous, pour qu'on atteigne 1000 personnes, il va se passer un siècle et demi, hein. Mais, Ouais, il y aura un peu de temps, ouais. mais Ah ouais. voilà, on a la croissance quand même. Autre intérêt de l'Holacracy que je vois, c'est le fait qu'on en fait ce qu'on veut. Donc c'est à la fois extrêmement strict, extrêmement cadré, mais à la fois on en fait ce qu'on veut. On peut reproduire n'importe quelle forme d'organisation avec, puisque ce n'est pas des règles qui sont décrites dans Holacracy, c'est des sortes de méta-règles. Et à partir des méta-règles, on construit la propre structure, la propre organisation. Oui, ça c'est important parce que souvent les gens croient que c'est quelque chose de rigide et ils se disent ça peut pas être la même constitution pour toutes les entreprises, mais en fait c'est juste des règles du jeu. Après, on construit là-dessus. Mm. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez adapté la constitution ou est-ce que vous continuez de fonctionner avec la constitution telle qu'elle est, stricto sensus, avec vos ajouts en plus Alors liés j'ai à lu vos récemment, spécificités métiers? ouais, j'ai lu récemment qu'on pouvait adapter la Constitution, mais je suis persuadé depuis le début que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux l'utiliser telle qu'elle, vu que c'est tellement souple que c'est pas la peine en fait d'adapter la Constitution. Il y a un système de policy, par exemple, qui permet d'ajouter des espèces de règles additionnelles. Donc il y a pas vraiment besoin. On peut prendre l'exemple de la musique et l'improvisation en musique. Avant d'improviser, il faut savoir lire une partition et savoir reproduire un morceau, par exemple de piano, exactement comme il est écrit sur la partition. Et une fois qu'on le maîtrise vraiment, vraiment bien, là, on peut commencer à improviser et à faire des variations. Mais en fait, il n'y a même pas besoin avec Holacracy. Ah, c'est drôle, c'est notre croyance aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à vouloir tout de suite adapter le système avant de l'avoir compris, alors Oui, c'est que ça. vous, voilà, vous avez fait la démarche de tout comprendre et en plus de garder le système, donc Bah, jusqu'ici, on l'a gardé. On n'a même pas utilisé encore toutes les possibilités, je pense, de Holacracy. On a très peu de policy ou quasiment pas de policy, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit progresser. Il y a encore je pense, une capacité à progresser sur la pratique de Holacracy. hein, les Et ça policies, je vient traduis pour certains, c'est ce que nous on appelle politique, on l'a traduit. politique, On l'a ouais. traduit en politique, même si c'est pas, bon, c'est toujours la traduction des termes. Et du coup, avec le recul, donc le fait de l'avoir mis en place tout seul, c'est vraiment faisable ou c'était un pari un peu fou et vous le conseilleriez pas à tout le monde C'est faisable. En fait, on l'a pas vraiment complètement mis en place tout seul. Bon, il y en a été, il y a les lectures, les lectures des livres, etc. Mais après, ce qui s'est passé, quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que j'ai un petit peu formé tout le monde. J'ai fait une présentation d'Holacracy, etc. On l'a mis en place de façon vraiment officielle. C'est-à-dire j'ai signé le papier qui dit que je délègue mon autorité à la Constitution, etc. Et puis on s'est lancé dedans, voilà, sans retour en arrière possible. C'était vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, les gens étaient quand même un peu gênés. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc Holacracy qui nous sort? Ils étaient pas rassurés. Donc voilà, il y a eu un temps quand même d'adaptation. Et spontanément, au bout de quelques semaines ou je ne sais plus combien, il y a 2 personnes qui ont voulu aller suivre une formation sur Holacracy. Donc à l'époque, en fait, on a été un tout petit peu accompagné par Régie Partners, puisqu'il y a 2 personnes, c'était Florent et Pierre, Oui, je me rappelle. Ouais. qui ont dit: «Je vais quand même me rassurer et je vais aller me former», parce qu'ils ont été élus facilitateurs.
Et donc ayant été élus facilitateurs, ils se sont dit: «Bon, il faut quand même que j'assume ce rôle» et ils sont allés, spontanément allés, se former. Alors c'était pas une formation de facilitateur comme, complète, hein, c'était juste l'initiation, à Holacracy. Et à ce moment-là, ils ont compris, ils ont vu que en fait, ce que j'avais présenté, la façon dont on l'avait amorcé correspondait à peu près correctement à ce qu'il fallait faire. Donc ils ont été rassurés et après ça faisait, 2 personnes qui tout à coup étaient moteurs dans l'organisation. Sans ces 2 personnes-là, sans cette, prise d'initiative, je suis pas sûr que ça aurait bien tenu. Donc il y a ça qui fait que ça je pense que ça a marché. La formation chez J-Partners à l'origine et puis cette prise d'initiative qui Et vient puis de l'autonomie en fait, hein, qui fait partie du fondement de l'holacratie, c'est l'autonomie et la liberté d'action. oui, puisque vous m'aviez dit aussi dans notre échange, c'est que le fait de remettre une couche holacratie tel que vous êtes en train de le faire en envoyant d'autres personnes en formation, c'est aussi venu des équipes finalement, parce qu'elles se sont tellement parées de l'outil qu'elles-mêmes ont vu qu'il fallait redresser la barre en holacratie. Ouais, oui, oui, mais ça j'appuie, j'ai trouvé ça Mmh. génial effectivement. Il y a eu ce besoin, là maintenant on est presque 25, on est 24, je crois personnes. Donc on est en train de franchir encore une étape de croissance qui peut être un petit peu difficile. Avec des besoins de structuration, des besoins d'organiser les équipes, voilà, de structurer encore, un petit peu tout ça et on est aussi confronté, je pense, comme tout le monde, à des risques ce qu'on appelle d'évaporation, de l'acratie. Le fait qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place de manière insidieuse, qui sont des mécanismes d'autorité finalement, de manière un peu spontanée et qu'il faut arriver à le recadrer pour renforcer Holacracy. Donc c'est une personne qui spontanément a dit: «Bon, il y a des choses qui semblent pas tellement conformes à Holacracy, la façon dont ça se passe, donc on va renforcer Holacracy». Et là j'ai dit: «Allez-y, allez-y, allez-y». Donc il y a j'étais bien parti pour envoyer, au moins 5 personnes. Finalement, c'est 3 personnes, qui sont parties dans une formation un peu plus poussée de facilitation et la facilitation, c'est, je pense, la partie la plus difficile, en holacratie. Heu, Notamment certains détails qui sont pendant les réunions de gouvernance qui sont difficiles à maîtriser, hein, le traitement des objections, voilà, ça c'est le plus difficile, je pense et puis comprendre ce qu'on peut en faire. Donc là, il y a 3 personnes qui vont se former et qui ensuite seront des vecteurs de formation ou de transmission, des pratiques et des bonnes pratiques, d'holacratie. Si tant est qu'il puisse y avoir des bonnes pratiques, après c'est pas pas non plus chacun peut avoir ses propres pratiques, hein. Oui, et puis pour changer, la formation est à distance, donc comme ça, ils sont, 100 télétravail encore. On s'adapte avec le Covid. Et du coup, parce que voilà, on parle beaucoup d'accompagnement au changement quand on fait ce type de transformation managériale et peut-être qu'on souvent les consultants ont tendance à trop appuyer sur le fait qu'il y avait un changement et qu'il fallait accompagner les gens dans le changement. Comment vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu des difficultés justement sur l'accompagnement des collaborateurs? Ou peut-être que le fait que vous soyez en télétravail, ils étaient déjà autonomes, donc ça a moins été un choc pour eux? Il y a une certitude, c'est que le télétravail et l'holacratie, moi je suis persuadé que il y a quelque chose qui va ensemble. C'est-à-dire que pour arriver à faire fonctionner le télétravail, l'holacratie est une des façons, je pense, qui sont très bonnes et qui permettent de réduire, je pense, le niveau de stress, des managers. S'il y a des managers qui en ce moment avec le Covid stressent de partir de voir leurs équipes en télétravail, l'holacratie amène justement quelque chose qui, je pense, est apte à les rassurer, parce qu'ils n'ont pas besoin de demander ce que font les gens en permanence, de se dire voilà, il y a un stress comme ça qu'on observe, hein, chez les managers. Et l'holacratie permet justement de cadrer un petit peu tout ça. C'est pas la peine d'aller demander en permanence ce que font les gens. Les gens ont des redevabilités, ils sont affectés à des rôles, donc ça permet de probablement de les rassurer. Et j'ai perdu j'ai perdu l'objet initial de la question. Oui, non, c'était les difficultés du coup sur, Ouais. l'accompagnement des personnes dans la transformation. Ouais, les difficultés de l'accompagnement des personnes dans la transformation. L'accompagnement, on peut avoir des difficultés là-dessus, on peut avoir des faiblesses aussi, là-dessus. L'accompagnement des personnes, il commence d'abord quand une personne arrive. Donc quand il y a une nouvelle personne, il y a une sorte de
processus d'onboarding. Il y a des choses qui se passent pour accueillir la personne. Donc, il y a quelqu'un qui va faire une espèce de mini-formation, une sensibilisation à l'holacratie, c'est Delphine. Il y a une autre personne qui va faire une autre formation. Enfin voilà, il y a un ensemble de choses qui se passent à ce sujet-là. On conseille aussi en général de lire au moins la BD sur holacratie. Qui est très très bien, que moi j'ai même pas lu. Je l'ai lu il y a quelques semaines seulement, la BD sur holacratie. Je l'avais juste débuté, mais je l'avais pas lu en entier. Là, C'est je l'ai lu peut-être en trop entier la imagé semaine. pour vous, pas besoin de tout comprendre dans la globalité, peut-être que Non, c'est non, trop non, parce que simple? ça résume très très bien et ça met aussi des exemples de mise en situation. Donc en fait, Mmh. bon, moi j'avais lu le bouquin, mais la BD peut être considérée comme suffisante pour bien comprendre. Et après, c'est pas évident que tout le monde accroche au lacratie en arrivant. C'est pas du tout garanti. Il y en a qui vont avoir tendance à reprendre leurs vieilles habitudes. Il y a des gens qui vont être un peu perdus et qui vont pas savoir quoi en faire. Il y a des gens qui vont pas oser parler pendant les réunions. Il y a les deux types de réunions qu'il y a, qui sont les réunions de triage et de gouvernance. Même s'il y a un moment garanti pour s'exprimer, c'est pas évident que les gens vont s'exprimer. Donc il faut un petit peu rassurer les gens et puis pas les forcer, mais les mettre en confiance pour qu'ils puissent exprimer leurs idées pendant les réunions de triage ou de gouvernance. Donc c'est vraiment pendant le processus d'onboarding que vous essayez d'intégrer les personnes à cette pratique? Oui, puis après par la pratique, hein, Mmh. parce qu'en vivant holacratie, en fait, il n'y a qu'en vivant holacratie qu'on peut vraiment arriver à l'assimiler. Parce qu'il y a des choses qu'on ne réalise pas tout de suite. Il y a quand même des mécanismes qu'on constate par la pratique. Et il y a des choses qui sont géniales. Moi, à chaque fois que je sors d'une réunion de gouvernance, je dis, mais c'est tellement génial la façon dont la dynamique qui a lieu pendant la réunion, ce qui est une dynamique finalement d'intelligence collective, où les gens vont avoir tendance à dire des choses et à suggérer une personne qui fait une proposition va spontanément écouter, alors que dans des réunions classiques, voilà, dans des réunions classiques, il y a deux personnes qui parlent, il y en a trois qui parlent, il y en a deux qui vont avoir plus de voix que les autres, il y en a trois qui vont être derrière leur téléphone en train de s'embêter, il y en a un qui va dire qu'est-ce que je fais là, etc. Alors que là, ça permet vraiment une dynamique de réunion et une dynamique d'intelligence collective que je trouve géniale. Et après, à la fin d'une gouvernance, moi, je trouve que voilà, ce qui a lieu est vraiment excellent. Et donc, Et c'est puis c'est- c'est ce vécu qui fait mmh, qui fait la transmission aussi mmh et l'accompagnement. et d'autant plus, enfin, les réunions avec le télétravail, il y en a qui ont vu que c'était pas évident, hein, de faire à distance, faut adapter et quand on n'a pas de processus clair, c'est plus difficile de participer, d'animer une réunion, que ce soit Ouais, dynamique et qu'il y ait un résultat, à la ouais, réunion ouais, au ouais. final. Oui, le Et télétravail est-ce amène que vous quelques avez eu ah difficultés, pardon. de toute façon. Pas énormément dans notre cas. En fait, au début, nous, on faisait les réunions holacratiques, on avait tendance à les faire en présentiel quand on avait encore les locaux. Après, quand on les avait plus, non, on les avait plus à partir de 2016, je dis n'importe quoi. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des réunions de gouvernance pendant le séminaire. Donc, on profitait des réunions de séminaire, des séminaires pour faire les réunions de gouvernance. Mais au bout d'un moment, une gouvernance tous les 3 4 mois, c'était pas suffisant. Donc, on a commencé à les faire plus rapprochés et donc à distance. Et à distance, on n'a pas trop de soucis. On s'est juste posé une question sur l'élection à un moment donné. Comment faire une élection à distance, puisqu'il y a un système voilà, De vote, ouais. il y a un système de vote sans candidat. Mmh. Donc il faut écrire et puis après ne pas le dire. Enfin voilà, on a trouvé un moyen pour y arriver, hein, mais ça faisait partie des questions, comment organiser les élections à distance. Ouais, c'est un peu technique, fallait trouver la technologie qui allait bien, Oui, 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 matcher. sachant que je suis Mmh. pas sûr que les applications qui permettent holacratie, je crois pas qu'elles ont un système d'élection intégré. Non, 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 mais peut-être qu'avec le confinement, elles ont pensé à ça et que ça va arriver. Et du coup, vous disiez que tout le monde n'était pas forcément fait pour l'acratie et n'arrive pas forcément à se mettre dedans. Est-ce que vous avez eu des départs liés à ça? Des départs liés à holacratie, c'est une bonne question. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des départs liés directement à holacratie. Il y a eu des doutes, il y a eu des tensions, il y a des gens qui ont eu tendance à se mettre en retrait, d'autres qui se sont mis plutôt en avant, qui en ont profité, mais des vrais départs liés à ça, non. On n'a pas énormément de départs. Je pense qu'holacratie même est
et une raison qui fait qu'on peut garder les gens, en fait, parce que ça les responsabilise, ça leur permet d'avoir plus de poids ou d'être capable de prendre du poids ou de prendre des initiatives. Avec le mécanisme de l'holacratie, normalement, si quelqu'un qui a un rôle, veut prendre une initiative et le faire, il y a personne qui peut l'en empêcher, en fait, que ça soit moi ou n'importe qui d'autre. On peut pas l'en empêcher à partir du moment où ça rentre en cohésion avec les objectifs de l'organisation. Donc l'holacratie plus le télétravail, ça c'est deux choses chez nous qui je pense, sont de nature à permettre aux gens de rester. Donc on n'a pas énormément on a très peu de départs. Mmh. Super. Je suis aux participants, donc je prends vos questions également dans le QR. Je complète avec les miennes, tant qu'il y en a pas, mais quand il y en a, je prends les questions. Et justement, il y en a une sur les logiciels. Donc, il y a plusieurs logiciels qui supportent la pratique de holacratie. Et vous disiez au début que vous avez pensé à faire un logiciel. Est-ce que ça s'est concrétisé du coup? Ou est-ce que vous avez pris un logiciel existant? Non, 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 on avait construit un logiciel très, très, très tôt qui permettait la gestion de projet, un truc qu'on a appelé AnyTracker et qui existe encore aujourd'hui, mais qui a beaucoup de difficultés à disparaître, hein, qu'on aimerait, en fait remplacer par d'autres choses et qui permettait de la gestion de projet, sous différentes formes agiles, du GTD, du truc de maintenance et cetera, et j'espérais à l'époque pouvoir m'appuyer sur ce système-là pour, rajouter des fonctionnalités, de nature à porter Holacracy. Mais en fait, Holacracy fait que c'est celui qui a le rôle qui décide, et donc, quand on a fait les élections, il y a Florent qui a été élu secrétaire, par exemple, et c'est le secrétaire, on a dit: «Bah, c'est le secrétaire qui va tenir le registre», donc c'est lui qui choisit le registre qu'il veut utiliser. Donc il a choisi, à l'époque, il a choisi, Glassfrog, et puis il est parti là-dessus, et puis, ben, il a dit: «Bah, ouais, OK, pas de souci», c'est lui qui a décidé. Et du coup, vous avez une structure avec un cercle, c'est ça? Juste Alors pour, aujourd'hui, on a une structure avec un cercle général et ça varie de temps en temps, mais bon, il faut pas le faire varier sans arrêt parce qu'il faut quand même amener un peu de stabilité. C'est difficile, hein, parce qu'il faut concilier agilité et stabilité. Donc là, je crois qu'on a 4 cercles en tout. Il y a le cercle général, il y a un cercle qui porte toutes les activités, de développement, d'applications, un autre qui porte les activités de cloud et d'infogérance, un autre, qui permet de porter les activités de transformation agile et d'intelligence collective, et cetera, qui fait les ateliers de transformation typiquement, et puis un cercle BizDev qui, existait à une époque qui était juste un rôle, je sais plus, enfin, il y a eu des mouvements là-dessus, donc maintenant il y a un cercle pour le BizDev qui contient le marketing, la communication, les commerciaux, et cetera. et c'est toujours, difficile de juger, est-ce qu'on crée un cercle, pour anticiper la croissance ou est-ce qu'on attend la croissance pour créer le cercle? Et au final, on crée le cercle et ensuite il se dissout et il se recrée. C'est assez mou en Oui, mais fait. c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a un cercle qui finisse par disparaître. Faut réaliser qu'un cercle, ça prend quand même de la ressource. Il y a des réunions périodiques, de triage, de gouvernance, et cetera. Donc ça prend du temps, et les gens qui sont sur plusieurs cercles, ben, ont ça fois 2. Donc il vaut mieux éviter, d'en faire trop tôt, je pense. Il faut d'abord faire un rôle. On peut commencer par décrire un rôle, mettre plusieurs personnes sur ce rôle. Ça se passe bien, et puis s'il y a vraiment une croissance, du rôle ou des tâches affectées à ces rôles, dans ce cas, le transformer en cercle. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer trop tôt. Il faut fonctionner en agile, tester, expérimenter, et puis modifier, faire de l'amélioration continue. Alors justement, vous parlez d'agilité depuis tout à l'heure. Il me semble que vous avez pratiqué, enfin vous pratiquez aussi les méthodes agiles, dans le cadre du développement logiciel. Comment ça s'intègre avec Holacracy? Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécifique ou? C'était longtemps une question ouverte, je pense que c'est encore un peu une question ouverte, parce qu'il y a des rôles dans chacune des 2 pratiques, hein. On pratique le Scrum, notamment, et donc il y a le Scrum et l'Holacracy. Holacracy vient avec la notion de rôle, hein, et la notion de facilitateur, et le Scrum vient aussi avec une notion de facilitation qui est le Scrum Master, et la notion d'équipe. Donc on se dit: «Mais comment arriver à fusionner un petit peu les 2?» Et en fait, je pense la bonne façon de faire simplement, c'est de considérer que le tapis, c'est Holacracy, et puis on rajoute, Scrum comme on pourrait rajouter autre chose par-dessus. Donc finalement, le rôle, de Scrum Master doit simplement être un rôle holacratique, donc il y a une fusion assez naturelle qui s'opère. Il y a quelque chose de
que je trouve intéressant qui s'est passé, c'est qu'au final, on a 2 là, parmi les 2 gros cercles, productifs qui sont le cercle qui fait du cloud et celui qui fait du développement. Des 2 côtés, il y a, un Scrum Master qui est aussi le facilitateur du cercle. Donc il s'est opéré une espèce de fusion entre la facilitation holacratique et la facilitation, agile. Oui, parce que rien n'empêche d'adapter, effectivement la réunion de triage qui est sur l'opérationnel. Là, on peut reprendre les réunions Scrum, mais effectivement, il Mmh, faut un facilitateur, ouais. élu, pour, les réunions de gouvernance. Mais c'est vrai que c'est une autre difficulté parce que voilà, il va Ouais. y avoir des réunions de triage, des réunions holacratiques, il va y avoir toutes les réunions, liées au Scrum. Le daily Scrum, les réunions de planification, les réunions de revue, et cetera. Il y en a déjà pas mal. Donc, parfois, les gens se disent: «Mais il y a beaucoup de réunions», donc il faut réussir à le diminuer un petit peu. Mais ça fait partie des questions encore, des questions ouvertes. Oui, et puis vous pouvez très bien définir une politique. Enfin, on l'a fait chez certains clients où vous dites que la réunion de triage est remplacée finalement par la réunion Scrum. À partir du moment où ça atteint le but visé. Si ça suffit, après, c'est à chaque entreprise d'adapter en fait. Et à chaque cercle surtout de s'adapter, parce que tous les cercles ne fonctionnent pas forcément en Scrum, j'imagine. Chez vous, et il y en a qui ont besoin de ces réunions de triage, probablement. Non, même si Mm. moi j'aimerais bien, au final, l'ambition, c'est quand même d'arriver à tout faire en Scrum. Le Scrum, c'est adapté initialement au développement logiciel, mais en réalité, les principes de Scrum peuvent être applicables à n'importe quoi. Et on essaie aussi de l'appliquer pour des questions de consulting, par exemple, liées à de l'ERP. On fait du conseil sur l'ERP. C'était d'ailleurs notre activité toute première, hein, de faire de l'intégration et du conseil autour d'un ERP open source, là, qui s'appelait OpenERP avant et qui s'appelle maintenant Odoo. Et donc on essaie aussi de faire ce genre de choses, en Scrum, y compris l'activité cloud, infogérance, c'est pareil. Il y a les daily Scrum qui ont lieu tous les jours, il y a des réunions, il y a l'affectation des rôles, équipe, Scrum Master, Product Owner, et cetera. Ouais, je connais quelqu'un dans le coin qui fait Odoo aussi. Alors une question sur les bénéfices d'Holacracy. Quel bénéfice vous avez eu en fait en mettant en place Holacracy? Moi, ce que j'ai constaté, au moment où on l'a mis en place, c'est que ça a amélioré tout. Mais tout, c'est-à-dire qu'il y a, et ça va pas durer très longtemps, hein, enfin, il y a un temps d'adaptation, et cetera, mais au moins ça commençait à cadrer vraiment les choses, et au bout de 6 mois, je pense qu'on avait tout amélioré, le niveau de satisfaction des clients, le niveau de satisfaction interne des collaborateurs, le chiffre d'affaires, la rentabilité, il y a tout qui s'est vraiment amélioré. Juste par le fait de mettre Holacracy. Après, c'est pas un système miracle, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va mettre Holacracy que ça va améliorer les choses. Ça, c'est une évidence. Il y a tellement d'autres choses tellement de choses à résoudre, et surtout la forme de rôle, enfin l'ensemble des rôles et des cercles qu'on va avoir, en mettant en place Holacracy, peut toujours être amélioré, et puis c'est pas toujours la meilleure forme. On peut reproduire une forme, d'entreprise complètement classique, en holacratie, et on pourrait même reproduire presque, les pouvoirs, hiérarchiques qu'on voit dans certaines entreprises avec holacratie, hein, en se débrouillant bien, en mettant les bonnes policies et les bons les bonnes redevabilités dans le bon domaine, je pense qu'on doit pouvoir, reproduire un système, pas extraordinaire. Oui, beh, c'est Donc vrai qu'il y a donc voilà, c'est pas un système miracle, holacratie, il faut en avoir conscience, mais ça permet quand même d'avoir un fonctionnement qui est sain, où les gens peuvent s'exprimer, où les gens ont de l'autonomie. Donc ouais, il y a toute une base qui est quand même extrêmement saine. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui projettent des choses sur Holacracy et ben, il aime bien dire, c'est en fait, c'est juste un outil, c'est comme un Mmh. marteau. Je peux Oui, oui. l'utiliser pour accrocher un magnifique, tableau de Goya ou bien je peux taper sur mon voisin avec. Oui, C'est oui, oui, c'est vraiment ça. on le façonne comme on veut, en fait. C'est exactement ça. Du coup, j'ai une question sur la partie RH. Est-ce que vous avez revu vos processus RH? Est-ce que Holacracy, du coup, vous a amené à revoir ces process RH, même si c'est pas écrit dans la constitution ou pas du tout? Les process RH, qu'est-ce qu'on peut inclure dans les process RH? Recrutement, licenciement, entretien, évaluation de performance, tout ça. Alors, je dirais oui et non. Rémunération. Oui, 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 oui et non. C'est-à-dire qu'on a certaines choses qui ont été intégrées, d'autres pas forcément. Il y a le système de recrutement, donc il y a un rôle recrutement, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a le système de rémunération. Donc la rémunération, on l'a pas
y a rien dans Holacracy qui permet de parler d'un système de rémunération. Donc c'est pareil, c'est complètement libre. Et ça n'a pas été, ça a pas été fait. On est resté sur un système de rémunération auquel j'étais un peu, attaché. Enfin, on a eu beaucoup de variations, en fait, sur le système de rémunération, avec un système, initial qui venait, ça c'est de le les prémices. On a fonctionné dès le début avec un système où tout le monde avait la même rémunération et puis après avec la croissance, ça devient impossible. Heu et moi, j'ai gardé quand même le système de rémunération, en me débrouillant pour qu'il soit le plus juste et équitable possible, ce qui sont des notions qui sont tellement, dépendantes, des contextes et de la personne. Donc ça fait partie je pense que ça fait partie encore des tensions qu'on a, le système de rémunération. Et j'ai cherché une façon de le cadrer avec Holacracy, mais c'est pas super évident, en fait. Il y a un système dans je sais pas si c'est Glassfrog ou un autre, truc où il y a un système d'application qu'on peut rajouter, par-dessus Holacracy et qui permet, d'avoir un système de rémunération. Je l'avais lu, ça m'avait paru compliqué. C'est pas du tout évident. Après j'ai toujours été, favorable aux expérimentations, donc même pour les systèmes de rémunération, moi je suis favorable à expérimenter quelque chose, mais je veux pas non plus que ça provoque des tensions internes. Ce que je me disais, c'est que s'il y a des tensions, je préfère qu'elles se reportent sur moi, plutôt qu'elles se propagent en interne avec des tensions internes liées à la rémunération, ce qui est peut-être déjà le cas. Mais bon, voilà, Holacracy résout pas, le problème de rémunération. Le problème de rémunération est un problème, est un vrai problème, séparé. Il y a probablement moyen de le cadrer avec Holacracy, mais ça, je veux bien de l'aide pour ça parce que je sais pas. Je sais pas, je saurais pas comment faire. Bah, après, c'est vrai que c'est propre à chaque entreprise. C'est pour ça que c'est Mmh. pas dans la constitution. C'est chaque entreprise a son système de rémunération. Donc, Ouais, quand on intervient dans les entreprises, ben, on demande déjà comment ça fonctionne et on l'encode dans la cratie tout simplement avec les rôles et politiques qui vont bien. Et après, c'est vrai qu'en pratiquant Holacracy, souvent, ben, il y a une conscience qui se fait. On se dit, mais au final, c'est plus des fiches de poste. Les gens sont dans des rôles et puis ils peuvent évoluer, prendre d'autres rôles. ouais, ouais. Comment est-ce qu'on fait évoluer la rémunération? Et du coup, C'est ça ça. peut enclencher un questionnement. Et il y en a qui ont fait effectivement des apps. Il y a des App Store Holacracy où Ouais, c'est des ouais, bouts de ouais. gouvernance tout fait, en fait, avec des propositions de système de rémunération un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit propre à chaque entreprise aussi. Nous, on a un client qui a créé un comité RH où c'est plusieurs collaborateurs qui se réunissent autour de ça. Morningstar, qui est une entreprise dite libérée, on va dire, aux États-Unis, eux, pour faire leurs augmentations de salaire, chaque collaborateur fait sa lettre au Père Noël. Et Ouais, donc, en ouais. fait, ils demandent sa rémunération et puis ils ont un feedback, un retour. Et voilà, sur est-ce qu'ils pensent que c'est juste ou pas juste, un retour des pairs aussi, des personnes avec qui ils travaillent. Mais après, c'est à eux qu'appartient la décision finale de dire oui, je veux quand même être augmenté ou pas. Et il y a une certaine forme de pression sociale, mais il y a plein de. Enfin, c'est un champ à découvrir. Je pense qu'on n'est qu'au début. Mais du Oui, coup, c'est oui, ouais, oui, c'est un oui. laboratoire de. J'ai imaginé un milliard d'idées sur ce sujet-là, depuis associer à chaque rôle un morceau de rémunération et donc en fonction des rôles qu'on prend, on va avoir différents types de rémunération. Il y a, ou bien un système où chacun voilà, on peut même imaginer un système où chacun choisit sa rémunération, ou bien on va faire un système d'évaluation au pair à pair. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, et j'ai beaucoup de mal à partir sur quelque chose ou autre chose, moi, donc alors, est-ce qu'il faut déléguer complètement cette décision-là, à l'équipe? Pourquoi pas? C'est-à-dire que ça pourrait être définir, alors je sais pas, non, parce que si on définit un rôle holacratique, ça veut dire qu'il y a une personne qui va décider. Enfin voilà, la réflexion, elle est très difficile parce que moi, elle me mène toujours à des blocages et à des choses comme ça. Actuellement, on a un système qui est basé, sur, une rémunération fixe, et ensuite, un ensemble de morceaux de rémunération variables qui sont dépendantes de l'équipe, dans laquelle on est. Donc on a à la fois du collectif et à la fois de l'individuel. Donc on a dans une équipe donnée, tout le monde va avoir le même variable, mais si on fait partie effectivement de 2 équipes, on va cumuler le variable de 2 équipes par exemple. Après, on a plein d'autres choses comme, voilà, dans le système d'intéressement, système qu'on n'a pas utilisé depuis quelques années maintenant, qui est d'actionnariat salarié. Un truc, qui s'appelle WeSmile là, qui est un comité d'entreprise, fait par une start-up là, qui permet de cumuler
de cumuler un montant pour des œuvres culturelles Caritative, ouais. non, pas, non, Ah culturelles non? et sociales. Ah, je d'accord. Ouais. Et d'autres, je sais plus exactement. On a un abondement, on a un plan d'épargne entreprise, etc. Mais tout ça, c'était décidé depuis longtemps, en fait. Il y a quelques trucs qui se rajoutent régulièrement, mais c'est été depuis assez longtemps. Ouais, après l'idée, c'est pas de changer pour changer, c'est juste changer s'il y a une tension qui amène à faire évoluer, en fait. Oui, oui, mais il y a Mais toujours des ouais. tensions. De toute façon, la Ouais. rémunération, je pense que c'est un, un sujet qui amène toujours de la tension. Si on a une rémunération qui est totalement égalitaire, ça va avoir des tensions parce qu'il y en a qui ont plus d'expérience ou plus d'ancienneté que l'autre. Il y a des gens qu'on va recruter qui vont être beaucoup moins expérimentés que d'autres, etc. Donc c'est un vrai sujet qui est difficile. Et je remercie Laetitia, qui est une de nos participantes. Bonjour Laetitia, qui nous a envoyé un petit message sur une entreprise qui a un système de rémunération un peu différent. Donc je regarderai, je vous l'ai mis dans le chat s'il y en a qui veulent creuser. C'est Lucas Ah ben avec merci 2 C. de me Voilà, comme transmettre ça. ça. J'ai pas regardé, donc je fais confiance à Laetitia J'avais sur ses vu, idées. j'avais vu un Ouais. reportage où il y avait une boîte qui fonctionnait en holacratie et qui avait un système qui me paraissait pas trop mal avec des espèces de paliers, des étapes à atteindre, qui avait une espèce de grille, une vraie grille de rémunération. On peut faire ce qu'on veut en réalité avec holacratie au niveau rémunération. Oui. Alors j'ai une question, bah, Laetitia justement. Est-ce que vous utilisez la méthode GTD? Ah, la méthode GTD. La Ouais. méthode GTD, c'est une méthode personnelle à la base. Donc c'est pas tellement du collectif, c'est vraiment une méthode d'efficacité personnelle. Moi, je l'utilise depuis longtemps. C'est difficile à utiliser sur le long terme. C'est quelque chose qui, pareil, holacratie peut avoir tendance à s'évaporer. Voilà, on s'automotive pour pratiquer GTD et puis finalement, on finit par un peu oublier. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que holacratie et GTD, je crois, ont été plus ou moins inventés à la même époque par des gens qui étaient à peu près au même endroit et qui ont dû discuter entre eux. Donc, GTD et holacratie, en réalité, c'est à peu près la même chose. GTD, c'est une pratique personnelle et holacratie, c'est GTD en version collective. On retrouve des mécanismes qui sont les mêmes, comme celui de GTD, qui est de prendre un projet et de le découper en actions. On a exactement ça en réunion de triage. On définit un projet qui est un truc futur qu'on ne sait pas trop comment aborder. Et puis, on va déterminer, comme en GTD, quelles sont les prochaines actions, les trucs actionable qu'on va mettre en place pour se rapprocher du projet. Donc, en fait, c'est un petit peu la même chose. Oui, bah, en fait, Brian, s'est inspiré de GTD pour, la constitution. On le voit bien sur tout ce qui est Voilà. article 4 notamment, article Ouais. 1 et article 4 sur tout ce qui est pratique individuelle et c'est vrai qu'il ne voulait pas imposer de système particulier, mais il s'est fortement inspiré de GTD. Il a pratiqué, ils ont même accompagné, David Allen Company, parce que David Allen a créé GTD. Au tout début, enfin de l'holacratie, ils ont été accompagnés en holacratie, ouais. Donc D'accord. il y a ce double lien, quand même sur GTD. Et j'ai une dernière question, puisqu'on arrive à la fin, tranquillement du webinaire. Quels sont les conseils que vous donneriez à une entreprise qui souhaiterait partir, en holacratie, seule ou accompagnée? S'il y a plusieurs, petits conseils, heu, de par votre expérience. Je pense que les conseils, c'est d'abord, c'est sûr qu'il faut. Bah, ça dépend par qui, ça dépend de qui ça vient, en fait. C'est pas évident. Moi, le premier truc, c'est de se documenter soi-même et de bien comprendre comment ça fonctionne, quitte à aller faire une formation au Lacratie. Et je pense que ça accélère beaucoup les choses, le temps de lire un bouquin, de bien le comprendre, de le relire, de se réaliser qu'on n'a pas compris, de relire une troisième fois le bouquin, etc. Une formation de 1 ou 2 jours, on comprend bien les mécanismes et ça peut aller beaucoup plus vite. Ensuite, si c'est dans le cadre d'une équipe, il faut voir, enfin, c'est toujours dans le cadre d'une équipe, mais ça dépend quelle équipe et dans quel type d'entreprise. Il faut un petit peu sonder quels sont les avis ou les potentielles réticences des gens, ou est-ce que les gens sont prêts à s'engager dans quelque chose comme ça. Donc il faut prendre un peu l'avis des gens et demander un petit peu ce qu'ils en pensent. Et puis voilà, il faut pas l'imposer de manière complètement unilatérale sans avoir pris l'avis des gens. Mais après, il faut y aller de manière franche. C'est-à-dire qu'il faut le déclencher. Après qu'il y ait eu un accompagnement des gens en interne, que ce soit par des formations chez, chez J-Partners ou des formations internes.
il faut le lancer un peu comme un truc irréversible en fait, hein. Il faut s'engager là-dedans et donc la personne qui le lance, si c'est un chef d'entreprise ou si c'est un manager ou je sais pas quoi, il faut qu'il signe. Il faut qu'il y ait ce mouvement de signature, officielle qui est très symbolique, hein. Enfin, le papier qui dit qui est fourni d'ailleurs avec dans Dans GitHub la avec à Constitution. côté de la constitution, c'est Mm. fourni le papier qu'on doit signer pour déléguer son pouvoir à la constitution. Alors évidemment, un avocat, je pense qu'un avocat, aurait tendance à rigoler un petit peu, de ça, puis Alors dire non, dire non? détrompez-vous, on a validé avec un avocat. D'accord, mais c'est un truc intéressant. Non, non, oui, C'est ma c'est supposition, c'est que d'un point de vue légal, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a le plus important que le côté légal, il y a le côté symbolique. Il y a le côté oui. symbolique, vis-à-vis de l'équipe Mm. qui permet d'engager. Donc moi, j'avais signé ce papier, hein, il doit encore traîner quelque part, il existe, quelque part et c'était un acte je pense, important à faire. Après, il y a un autre truc important à faire aussi, c'est de pas tout, mettre à la poubelle au moment où on passe à holacratie. C'est-à-dire qu'avant holacratie, il y a des pratiques qui existent, il y a une organisation qui existe, il y a peut-être même une hiérarchie qui existe, il y a des choses comme ça et il ne faut pas déstabiliser tout en passant à holacratie. Donc le meilleur conseil, c'est je crois ce qu'il conseille aussi d'ailleurs dans le bouquin, peut-être ce que vous conseillez aussi, c'est de reproduire, l'organisation existante avec holacratie. C'est exactement ce qu'on avait fait nous. On avait, constaté qu'il y avait, telle pratique, tel rôle et cetera et on avait reproduit ça dans des rôles, holacratiques. Donc voilà, on l'a fait dans le cadre d'une vraie réunion de gouvernance, hein, mais et après cette organisation-là a vocation à évoluer pour être améliorée. Je pense que c'est principalement ça les, heu, les choses à faire et évidemment lire la Constitution et bien comprendre la Constitution, qui est peut-être pas évidente à lire, hein, Non. c'est un texte un peu c'est un peu comme un texte, enfin, un texte juridique ou, Mais je rebondis sur effectivement la signature de la Constitution. Bah, et oui, c'est vrai que ça a une valeur légale parce qu'on l'a vérifié avec un avocat à l'époque où on avait accompagné Scarabée, parce qu'en fait, c'est celui qui a le pouvoir pour définir le mode de gouvernance, c'est le dirigeant, c'est le ouais, gérant. Et ouais, il a un contrat de travail avec tous les collaborateurs qui est signé, donc il y a un lien de subordination. Et le fait de signer la Constitution, en fait, il transmet ce lien de subordination aux règles du jeu de la Constitution. Du coup, il y a le côté symbolique parce que lui-même est soumis aux règles du jeu de la Constitution, mais il y a aussi le transfert du lien de subordination pour casser justement cet aspect hiérarchique et ça a une vraie valeur juridique à condition de former et d'accompagner les collaborateurs. Hein. ouais, Il ne ouais, s'agit ouais, pas non plus de leur faire un enfant dans le dos, mais oui, c'est vraiment important. Et nous, on fait souvent des cérémonies chez nos clients. On leur dit, faites une célébration de la Constitution et puis ils affichent la Constitution ils ont fait ah bah avec un oui, papier un peu parchemin. Voilà, c'est dans les locaux, c'est avec un tableau, c'est visible tous les jours. Il y a vraiment ce côté, voilà, je cède mon pouvoir aux règles du jeu. ouais, Moi, ouais, ouais. patron, sachant, omnipotent, voilà, Oui, oui, puis il faut faire de temps en temps un rappel à la Constitution ou un rappel d'aller lire au moins la Constitution, hein. Ça, je le fais de temps en temps et quand il y a des tensions qui arrivent et cetera et oui, OK. Là, ce que tu es en train de me dire, ça a pas de valeur par rapport au rôle qu'on a, par rapport à la Constitution, par rapport aux pratiques. Donc essaie de reformuler ce que tu dis, de manière holacratique pour que ça soit, déjà que ça ait plus de poids tout simplement, puisqu'en fait la crédibilité d'une initiative ou d'une proposition vient du fait que ça va être cohérent avec les mécanismes de holacratie. En ce qui ouais. concerne les contrats de travail, nous, on est allé jusqu'à le mentionner, dans les contrats de travail à un moment donné. Les tout premiers, c'était pas le cas. Les tout derniers, on est en train de revoir certains trucs, donc c'est pas le cas, mais on est en train de les améliorer. Mais je crois que dans les avant-derniers, il y avait, une nécessité parce que dans les contrats de travail, il y a normalement on marque souvent qu'il faut, obéir à la direction, quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a ça. Et il me semble qu'on avait mis ou j'avais mis alors c'est moi qui avais un peu bricolé les contrats de travail à un moment donné, alors que je ne suis pas avocat pour arriver à les rendre un peu plus compatibles avec tout ça, mais j'avais dû mettre un truc comme, se conformer au rôle auquel on est affecté ou se conformer à la constitution. Je ne sais plus exactement ce que j'avais mis, mais voilà, je pense qu'il y a moyen même, ouais, juridiquement de d'arriver à rendre compatible un petit peu tout ça. Ben, merci Christophe. On arrive, du coup bientôt à la fin du temps et puis je vais laisser un peu de temps pour la clôture.
Alors sachez qu'on organise d'autres webinaires. On en a un prochain, on fait tous les mois, Louis qui est dans le rôle webinaire manager, nous fait tous les mois des webinaires sur le management constitutionnel holacratie. Donc le prochain, c'est le 19 octobre à 18h et ce sera donc avec, Bernard-Marie Chiquet et puis, on organise d'autres webinaires avec des intervenants, tout aussi passionnants, que Christophe. Et le prochain est d'ailleurs sur les faux espoirs de l'holacratie avec Mathieu Brunet de Arcadie qui pratique holacratie depuis un moment déjà. Donc, il nous dira, voilà, 3 ans plus tard, comment il a eu certaines illusions par rapport au management et aux transformations managériales et comment il a fait pour les vaincre. Et donc, toutes ces informations, de toute façon, seront dans l'email que Louis va vous envoyer par la suite. Et si jamais vous êtes convaincu du management constitutionnel, vous avez plusieurs prochains pas. On fait beaucoup de formations à distance. On est même officiellement certifié Calliope maintenant. Donc, vous avez des parcours 360 qui sont des sortes d'introduction au management constitutionnel en ligne. Vous avez des formations plus longues comme les collaborateurs de Christophe suivent, qui est la formation de praticien, qui est un parcours en ligne avec plein de vidéos et plein de pratiques, sessions pratiques en direct. Et puis, vous pouvez vous faire accompagner aussi par Bernard-Marie Chiquet. On a plusieurs offres. Là, il vous suffit de nous contacter et puis on essaiera de répondre au mieux à votre besoin, voilà, en fonction du budget, de vos possibilités et puis de vos appétences et vos enjeux. Et pour terminer, du coup, je vous propose, Christophe, un petit tour de clôture comme en fin de réunion holacratie, sur l'expérience de ce webinaire, vos apprentissages, voilà, ce que vous avez aimé, moins bien aimé. Tour de clôture. Moi, je suis très content d'avoir participé à un webinaire comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui nous demandent ou qui me demandent comment ça se passe, comment on pratique holacratie. Et je suis toujours très content de participer à ce genre de choses, hein. Je me souviens avoir discuté avec une personne de la BPI là, qui constituait un livret sur la transformation numérique. Avec qui j'avais discuté pendant 1 heure et demie de ces sujets-là sans interruption. Donc c'est absolument passionnant et c'est totalement je pense, dans l'air du temps et dans la tendance actuelle de responsabilisation, de télétravail, d'autonomie. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Donc je pense que c'est je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser et sur lequel il faut s'intéresser parce que ça provoque vraiment voilà. Dans la transformation aussi, on parle beaucoup de transformation numérique. Dans la transformation, il y a la transformation managériale, organisationnelle en plus, et donc il faut en tenir compte et s'engager dans ce genre de choses. Merci. Par ma clôture, moi, j'étais ravie d'échanger avec vous. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, donc à distance, voilà, c'était un plaisir de faire ce lien. Merci pour votre agilité, à la fois les participants et puis vous, Christophe, parce qu'on a changé la date du webinaire. C'était un plaisir Mhm. d'avoir votre retour d'expérience. Puis j'espère qu'on aura la suite. En tout cas, on a des échanges avec les collaborateurs déjà en formation et c'est un vrai bonheur. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Eh bien, bonne continuation et puis bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.